Madame, Monsieur, bonjour. Émission spéciale ce jour. Nous recevons un spécialiste congolais en matière de football, le colonel à la retraite, Eugène Diakessi Kakou. Nombreux sportifs, plus précisément les footeux, l'appellent Tcholien, coach, l'an 2000. Avec lui, nous allons essayer de peindre le tableau devenu pratiquement sombre du football congolais. Monsieur Eugène Kakou, bonjour. Bonjour. Depuis Yaoundé 1972 et le sacre de l'équipe Kara, Club Athlétique Renaissance Aiglan, en 1974, il se trouve que le football congolais est devenu malade. Très malade. À telle enseigne que les sportifs congolais, les footballeurs congolais ne savent plus à quel saint se vouer. Avant que vous puissiez répondre à cette question très capitale, j'aimerais que vous puissiez quand même vous présenter de façon générale auprès de nos auditeurs. Qui êtes-vous exactement dans le domaine du football? Bonjour, mon cher ami journaliste. Pour parler de moi-même, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, je m'appelle Eugène Kakou Diakessi. Entre parenthèses, d'aucuns même m'appellent Itoa. C'est une histoire, une longue histoire que beaucoup connaissent. En tant que sportif, je suis dans le milieu depuis ma jeunesse. Je pourrais même dire mon jeune âge. J'ai pratiqué le football dans le quartier, j'ai pratiqué le football à l'école, j'ai pratiqué le sport dans l'armée, où je me suis spécialisé comme officier de sport. Et j'ai, dans ce domaine, été dans plusieurs écoles de sport militaire, à Antibes, où j'étais à l'école d'entraînement physique militaire, à l'EIS en France, à Fontainebleau, où j'ai fait mon certificat technique numéro 1, certificat technique numéro 2, sport, entraînement physique et sportif. J'ai participé à plusieurs stages de formation. À Yaoundé, où j'ai fait conseiller sportif, directeur technique, option football. En France, à Vichy, où j'ai fait des stages d'entraîneur de football. À l'Institut national de sport à Vincennes, toujours dans le domaine football. Donc, on ne dirait pas plus. Il y en a d'autres stages que j'ai fait, des séminaires, pour ne citer que cela. Et au niveau des degrés en matière d'entraînement, vous êtes entraîneur degré Je suis entraîneur de 3e degré, instructeur football. Le 3e degré, c'est le top dans la hiérarchie des entraîneurs. Oui, il y a un 1er degré qui fait initiation, il y a un 2e degré qui fait perfectionnement, et le 3e degré fait entraînement. En plus de ça, instructeur, c'est-à-dire que je peux former des formateurs. Vous préférez que je vous appelle comment? Monsieur Eugène Diakessi Kakou, coach, Tcholien, l'an 2000. Mon colonel, comment souhaiteriez-vous que je puisse vous appeler le nom de cette émission? Ça dépend si je nous revois parler football. Certains m'appelaient Tcholien, qui signifie entraîneur en chinois. Hion. C'est à la période où nous avons eu à l'Interclub un entraîneur chinois qui est venu s'occuper de l'Interclub et le conseiller technique qui était avec lui nous a dit que chez eux en Chine, Tcholien signifie entraîneur. Et c'est comme ça que dans le milieu inter, je m'appelais Tcholien. Mais dans le jargon général du football, c'est le coach, qui signifie entraîneur en anglais,
Hein. Et comme je prônais un football, on était dans les années 1900, je prônais un football de l'an 2000, et certains amis dans le milieu football m'appelaient par l'an 2000, c'est-à-dire l'entraîneur qui prônait le football de l'an 2000. Et c'est dans ce football où nous devons beaucoup plus intervenir au cours de notre débat, s'il faut dire. Je me ferai le plaisir de vous appeler coach, ça sera plus simple pour moi, tout en ayant la franchise de dire à tous ceux qui auront l'opportunité de nous suivre, Eugène Diakessi Kakou n'est autre que mon père. Ah oui, le métier veut parfois qu'il y ait ce genre de rencontre. Donc je ne dirai pas papa. Dans le temps que va durer cette émission, je l'appellerai Coach et Kakou. Coach Kakou, le football congolais est malade. Quel est le bilan que nous pouvons faire de ce football? Pourquoi ce football congolais qui a fait la gloire du pays? Yaoundé 72, avec tes potes, Bono Sorcier, excellent, ton jumeau, Batongo Secous, Balekita Claes Zézé, Minga Noël Pépé, MNP, Ndolou, le capitaine dans l'armée et capitaine dans l'équipe nationale de football. Tout ce beau monde, les A moyens. Alors, Eugène Kakou, qu'est-ce qui ne va pas dans le football congolais? Pourquoi ce football tant chéri par les Congolais est malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, personnellement, je dirais que notre football n'est pas malade. Il a beaucoup plus régressé, dans ce sens que nous n'avons pas exactement pris le relais au niveau administratif, au niveau financier, au niveau technique et tactique, même s'il faut ajouter. Nous n'avons pas pris le relais. Parce que, qu'on le veuille ou pas, notre football a une histoire. Comment nous sommes arrivés à être parmi les champions? Nous avons franchi, depuis l'indépendance, plusieurs étapes. D'abord, il faut reconnaître que l'indépendance nous a laissé avec des cadres très compétents. Je citerai Henri Elendé, qui vient de nous quitter. Paix à son âme. Paix à son âme. Je citerai Molongo, qui étaient de grands athlètes. Je citerai les MIG. Et en ce temps-là, les MIG au niveau des sports de vitesse et pas mal d'autres disciplines. Le handball était à un niveau assez élevé, et ceci par rapport au travail que nous réalisions sur le terrain. Voilà un peu ce que nous avons connu. Et le sport, qu'on le veuille ou pas, était géré par les sportifs. C'est un peu ce côté-là qui manque maintenant. Il faut remettre le sport aux sportifs. Et dans les sportifs, il y a les techniciens appropriés pour gérer cette discipline. Le sport en général, et pour ne parler que du football en ce qui me concerne en particulier. Voilà ce que je peux vous présenter dans la régression que nous avons au niveau de notre discipline de football. Monsieur Kakou Diakessi Eugène, finalement, si nous comprenons bien, le football congolais souffre d'un problème de cadre, de spécialistes finalement. Ben, jusqu'aux années 70, quand nous sommes là sur le terrain, il y a des spécialistes dans tous les domaines. Parce que le football, il ne faut pas seulement le prendre sur le plan de l'élite, c'est-à-dire de la compétition. Le football a des étapes. À l'orée de l'indépendance, le football avait toutes ces catégories. Il y avait le football des jeunes, des tout jeunes même, s'il faut dire, qu'on appelait football pelote.
Moana Foot. Et déjà, à partir de là, on arriva à découvrir l'élite. Et quand cette élite était découverte, hein, il était pris aussitôt en charge par des cadres techniques formés, des entraîneurs de premier degré, des entraîneurs de deuxième degré, qui s'occupaient de l'initiation, qui s'occupaient de la formation, du perfectionnement et de l'entraînement des jeunes. Donc l'enfant était pris en charge depuis l'âge de 10 ans, 12 ans. Et c'est parti de la formation des joueurs ont disparu. Finalement, M. Kakou, à vous entendre parler, je voulais qu'on puisse éclaircir un point. Quelle différence il y a entre un entraîneur de football, un technicien donc, et quelqu'un qui a fait EPS, éducation physique et sportive? La différence se situe à quel niveau? Mais déjà, la différence se situe au niveau des mots, éducation et entraînement. On éduque un enfant, donc on lui donne les prémices de la discipline. Mais l'entraînement, il y a des fonctions psychologiques, il y a des fonctions physiologiques qui rentrent en jeu dans le travail qu'il doit réaliser sur le terrain. À ce moment-là, on parle tactique à quel niveau? Mais on parle beaucoup plus tactique sur le plan entraînement. Donc ça rejoint votre spécialité. Notre spécialité. Ça n'a rien à voir avec l'éducation physique et sportive. Quand on dit tout ce qui est sportif, ça englobe beaucoup en fait, pas seulement le football. Non, il n'y a pas que le football, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Alors que vous, entraîneur de football du 3e degré, vous êtes spécialiste d'une discipline. Qui est le football. Nous, c'est le football, comme il y a des entraîneurs spécialistes en handball, en athlétisme, en basket et comme ça. Qu'un maître d'EPS soit bombardé entraîneur de football, est-ce qu'il y a adéquation? Non, et il faut reconnaître que le maître d'EPS peut être en même temps entraîneur. Non, s'il n'a pas la qualification d'entraîneur. Hein? Il n'a pas la qualification d'entraîneur. Il n'a ni le 1er degré, ni le 2e degré, ni le 3e degré. Est-ce que le maître d'EPS, du fait de sa formation acquise, peut être nommé au poste d'entraîneur, par exemple, de l'équipe nationale de football? Non, non. Non, le maître d'EPS est un éducateur, comme le professeur de mathématiques, comme le professeur de français et tout. Hein. Il se limite à la détection, à la formation, à l'initiation, hein, et à la découverte même, à la détection. En ce sens que lorsqu'il a découvert dans sa classe des élèves, dans sa classe, il découvre même que ces jeunes sont bons pour l'athlétisme, ceux-là répondent bien pour le basket et ainsi de suite par rapport à son gabarit et tout, peut faire du handball ou du football par rapport à ses qualités techniques. Ça, c'est son rôle. Et sa mission, c'est découvrir, détecter et conseiller, orienter ce jeune. Voilà. C'est ça un peu le rôle du maître d'EPS. Coach Kakou, je ne suis pas Ghislain Joseph Gabieux, monsieur Tao, mais j'aimerais bien comprendre. Est-ce que je peux prendre le risque de dire que le football congolais a commencé à piquer du nez lorsque le Moana Foot, lorsque les terrains de Moana Foot ont commencé à disparaître, lorsqu'on a commencé à ériger des bâtiments sur ces terrains-là? Non, on ne peut pas le dire. Si, c'est une raison. C'est une raison. À notre temps, dans toutes les écoles, il y avait la cour de récréation. Et cette cour nous a servi, quand on était jeunes, comme terrain de football. Les samedis, les dimanches, les jeunes étaient dans les cours d'école pour pratiquer le football, qu'on appelait Moana Foot, qu'on appelait football pelote, mais qui n'était rien d'autre qu'un centre d'initiation et de détection des jeunes talents. Aujourd'hui, comme vous le dites, ces terrains, ces emplacements n'ont plus
de place, ces écoles n'ont plus de place et on est obligé, on a construit des bâtiments. Dernièrement, je tente de visionner les images sur les réseaux sociaux Facebook. J'ai réalisé par exemple que là où s'entraînait Asbantou, en face du cimetière du centre-ville, moi aussi j'ai joué sur ce terrain-là. C'est devenu un cimetière. Un cimetière très prisé, paraît-il. C'est l'un des cimetières les plus prestigieux de la capitale Brazzaville. Bon, bref. Coach Kakou, à un moment donné, je vous ai suivi dans votre parcours d'entraîneur, mais j'avoue que vous avez quand même fait montre d'une instabilité. Cela a été dû à quoi? Au fait que vous étiez un incompris? Parce que partir de l'interclub pour Asbantou, je crois, à un moment donné, est Diable Noir. C'est votre comportement, votre attitude, ou bien le fait que vous étiez incompris qui vous poussait à changer d'équipe ou quoi? Bon, il y avait un problème d'incompréhension quand même. Il y avait un problème d'incompréhension. Bon, et puis un problème de jeunesse. Mettons ça dans la jeunesse. Je me rappelle, je suis dans l'armée. Je joue à l'Étoile du Congo. Et au niveau de l'Étoile du Congo, il y a un conflit entre les anciens dirigeants et les nouveaux dirigeants qui arrivent avec l'esprit un peu marxiste. Bon, ils ne croient pas aux fétiches et tout. Pour eux, ils pensent que tout doit être scientifique et tout. Mais je ne citerai pas les noms de ces responsables. Ça ne sert à rien. Et un autre groupe de dirigeants qui croient un peu aux fétiches et tout. Et cela fait que, à notre niveau même des joueurs comme des entraîneurs, certains sont pour le côté fétichiste, d'autres sur le côté marxiste, progressiste. Et vous, vous étiez de quel côté? Et vous étiez de quel côté? Comme par hasard, je voyais, le côté fétichiste, je voyais le côté de Dieu, qui pouvait nous aider à gagner les matchs et tout, la prière et tout. Et j'ai choisi mon camp. Je n'ai pas été avec les progressistes et les marxistes. Cela m'a coûté même des sanctions sur le plan militaire. Je me suis vu, dans cette période, affecté à Ouesso pour avoir refusé de jouer à l'Interclub. Et finalement, la transition de certains joueurs d'Étoile du Congo pour Interclub. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est créé Interclub? Est-ce que c'est la suite d'une dispute entre dirigeants de l'Étoile du Congo? Non, mais les dirigeants, au cours de ces débats, les dirigeants marxistes sont, quand on regarde en général, dans l'ensemble, c'était beaucoup plus des cadres militaires, des cadres policiers, tout ça, qui étaient dans l'administration, et ils décident de former leur équipe. Et c'est une équipe qu'on prend au niveau de l'armée. Comme ils n'avaient pas de joueurs, ils débauchent dans des équipes civiles. Ils débauchent dans Asbantou, ils déposent dans Étoile, dans Kara même et tout, patronage. Ils débauchent certains joueurs qui acceptent de venir former l'Interclub. Ces jeunes qui arrivent à l'Inter ont la chance, pour certains qui ne travaillaient pas, on leur trouve un poste. D'autres qui voulaient bien être dans l'armée sont dans l'armée. Bon, je ne citerai pas les noms parce que... Mais c'est comme ça que l'Inter est créé dans ses premiers jours. On a débauché dans certains clubs pour former l'Inter. Et cette équipe est arrivée à passer directement en division nationale. Déjà sur le plan des équipements, c'était l'équipe la mieux habillée, propre et tout. Vous aviez un côté professionnel. Et parmi les célèbres débauchés, par exemple, de Asbantou, j'ai des souvenirs de Moukila Paul Sayal, de Mbemba Torex, n'est-ce pas? Oui. Bon, Asbantou. Moukila Sayal a eu la chance, il est arrivé, quelques temps après, il s'est retrouvé à la marine. Mais Mbemba Torex, c'était marin. Il y en a eu bien d'autres.
pas besoin de citer les noms. Non, écoutez, c'est des célébrités, il n'y a pas de honte à citer un monsieur comme Mokila Paul Sayal qui a fini, je crois, officier, après avoir obtenu son ballon d'or à partir de l'Inter, justement. Torex aussi, Mbemba Touré, Maïlamantou a fini aussi officier, je crois. Et il y a eu d'autres joueurs, il y a eu pas mal de joueurs, donc il n'y a pas de honte à ça. Nous essayons de comprendre, nous essayons de retracer la venue de l'Interclub dans l'élite sportive footballistique du Congo. Donc, le général Jacques-Joachim Yombi Opango, à l'époque colonel, est parmi les présidents d'Inter. Non? Président fondateur de l'Interclub, oui. Yombi Opango. Yombi Opango, il est assisté d'un colonel de la police, comment il s'appelait? Colonel Ebaka. Ebaka, oui. Colonel Ebaka, qui a rejoint. Et puis, on a eu certains sous-officiers aussi qui sont venus à l'endroit, par exemple, du grand frère Boumis, qui était à l'Interclub. Ben, on a eu le grand Mayala, l'Arbi. C'était les premiers encadreurs de l'Interclub. Ah, d'accord. Donc, Yombi Opango, entouré de Ebaka, Boumis, l'Arbi. En fait, c'est ce quator-là qui a formé, qui a créé l'Interclub. Cette équipe de professionnels, toujours bien habillés, avec vos très belles couleurs or et rouge. Dans les matchs, on vous voyait sac, Adidas, chaussures Adidas. Boumis est l'entraîneur principal et vous êtes l'adjoint de Boumis. Non, ben on a un staff avec directeur technique, le grand Larbi. Et puis le principal, c'était bien, oui, l'ancien Boumis. Et moi, je suis venu par après. Je suis venu pour mon histoire. Quand je refuse de jouer à l'Inter, je suis affecté à la zone militaire numéro 5. Et après 2 ans, bon, je suis tombé malade là-bas. Et la condition pour me faire revenir à Brazzaville, c'était rejoindre l'Interclub. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait. Puis bon. J'ai rejoint le milieu jusqu'à gagner beaucoup. Parce que ça m'a permis de gagner du galon et un peu de la technicité aussi. Et sur le plan sportif, je me rappelle d'une finale de Coupe de la Ville où vous êtes suspendu. Diable Noir Inter finale, je crois. Vous êtes suspendu à la suite d'un accrochage en demi-finale. Donc vous, en tant qu'entraîneur, vous êtes suspendu. Je ne sais pas si Bouémis est sur le banc, mais en principe, c'est vous qui devez être sur le banc. Et vous avez suivi ce match-là un peu déguisé, un grand chapeau, un peu comme les chapeaux des féticheurs, chemise noire, pantalon noir, j'ai des souvenirs. Et c'est, je crois, Inter qui remporte la finale ou bien Diable Noir? C'est Diable Noir 3-0, je crois. 3-0, alors que les Moukila, tout le monde, les Gilmar et tout, je me rappelle la veille, et même le midi avant le match, il n'a pas voulu manger correctement son petit steak au petit pois. Il a dit à maman, qui s'occupait de la cuisine de l'Interclub, bon, je vais le dire en langue vernaculaire, parce qu'il avait dit en langue vernaculaire, ça fait partie de l'ambiance, ne prenez pas ça mal, je pourrais traduire. Il avait dit, Mahamakani, même Sapani Diagatlatomokamokanga Tostao. En fait, Mamokou Gilmar, qui était latéral gauche ou droit, je ne sais plus. Il était latéral gauche et Tostao jouait au 7. Donc c'était lui qui était chargé de stopper Tostao. Oh, ce jour-là, Tostao lui a fait de la misère. Père son âme, je crois qu'il n'est plus le nôtre, non, Gilmar? Gilmar, non, Gilmar nous a quittés il y a plus de 20 ans déjà. Oh là 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 là. Tonton Gilmar, que ton âme repose en paix. J'écrase une larme pour toi, tu étais tellement sympa. Bah, c'est vrai que ce jour-là, Tostao t'avait fait vraiment de la misère à telle enseigne que ton short avait fini en lambeaux. Coach Kakou, ce sont les dates qui ne me reviennent pas. Mais je crois que les Diables Rouges, après le sacre de Yaoundé 72 et le succès de Kara en 1974, les Diables Rouges football ont remporté une compétition à Kinshasa. C'était, si mes souvenirs sont bons, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de la République du Zaïre à l'époque. Ça se passe au stade du 20 mai. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, les Diables Rouges remportent une compétition et après, plus rien, jusqu'à aujourd'hui?
Ben, moi, je place ce problème dans le suivi. Hein. Le football, à cette période, en commençant par la grande instance qui était le comité olympique, les fédérations, les ligues et les clubs étaient organisés quand même assez scientifiquement et on était dans les normes de l'organisation des compétitions. Et nous avons toujours, à cette période, tenu compte des étapes de développement du football. Comme je le disais tout à l'heure, on respectait en général les différentes catégories de développement du football, en ce sens que le footballeur était découvert depuis son jeune âge. Il était déjà pris en charge par des cadres techniques depuis l'école jusqu'à la compétition. Et les résultats, on les a sentis par après. Et après, bon, cette étape a un peu disparu. Et aujourd'hui, quand on regarde bien, le joueur de football, on le découvre sur le terrain. On le débauche dans l'équipe de l'adversaire et tout. Bon, il faut le dire, il y a un peu la corruption et tout. Et la grande faute que moi je retire, c'est que dans l'ensemble, aujourd'hui, le monde du football ne connaît pas qu'est-ce qu'une association. C'est très important parce que c'est à partir d'une association que se crée un club. Et le jour que nos dirigeants comprendront la définition, pourront définir exactement qu'est-ce qu'une association, nous gagnerons beaucoup dans notre football en général. Oui, coach Kakou, j'ai ouï dire que le sport comporte plusieurs départements. Quels sont ces départements et quel est le rôle de chacun de ces départements que vous pouvez nous énumérer, 2, 3, qu'on comprenne un peu? Bon, le sport en général, quand on le voit, il ne se limite pas seulement à l'élite, où il y a le sport en tant que compétition, mais il y a un autre côté aussi, le sport en tant que santé. Qu'on ne voit pas. Oui. Et ce côté est très négligé. Parce que le sport, c'est un médicament aussi, s'il faut le dire. Le diabète peut se soigner à travers le sport. La tension peut se soigner dans le sport. Et quand on regarde même des qualités psychologiques telles que le respect de l'adversaire, le fair play, comme on le dit. Le fair play, on le gagne beaucoup dans le sport et ça nous manque. Ça nous manque. Aujourd'hui, nous avons des enfants, il faut le dire, des enfants un peu dépravés. Tout ça parce que beaucoup ne sont plus dans le sport. Donc, c'est l'alcool, c'est l'oisiveté. L'alcool, l'oisiveté, bon, ben, enfin, tant de qualités que nous avons perdu depuis un moment parce que, regardez ce boxeur, deux boxeurs qui se tapent dedans et à la fin ils se saluent. Il faut vraiment avoir du caractère. Il faut avoir du caractère. Et ce caractère, on l'amène jusqu'à la cité. Je veux me retrouver devant un non-entraîné qui vient me gifler. Au lieu de rendre, je le calme pour lui. Le fair play sportif. Le fair play pour la notion de supériorité. Non, je ne peux pas, je suis entraîné, si je veux le détruire. Voilà. Il y a toutes ces qualités. Mais il y a le côté aussi sécuritaire. C'est ce sportif-là, ce gars qui a des réflexes de karaté, de taekwondo, qui peut facilement garder un chef.
Parce qu'il a ces réflexes-là de défense, de self-défense. Sans pour autant compter que c'est une qualité très recommandée dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Ce milieu de sécurité, de défense de la nation. Jeunes du Congo, jeunesse congolaise, je vais profiter de cette pause pour vous dire, apprenez à aimer le sport de nouveau, particulièrement le football. C'est une très belle discipline. Arrêtez avec cette vie de débauche que vous menez actuellement. Le Congo n'a pas besoin de Koulouna. Le Congo n'a pas besoin de bébés noirs. Le Congo n'a pas besoin des jeunes qui parlent le langage des armes. Le Congo a grand besoin des sportifs. Le Congo veut retrouver ses lettres de noblesse en matière de football. Chers jeunes, abandonnez tout ce que vous faites de négatif. Revenez dans les cours d'école. Occupez les espaces libres. Tapez au ballon. Je vous promets que si vous arrivez à le faire, c'est le Congo qui gagnera. C'est la République qui sera fière de vous. Programme type d'un footballeur pour en faire un grand joueur, l'amener à l'élite, en faire un joueur professionnel. Quel peut être ce programme type, M. Kakou? Je prends par exemple, nous, quand on était jeunes, hein, on avait un programme de la semaine. Le dimanche. Le matin, tu te réveilles, première des choses, balayer la cour. Quand tu as fini, il faut se laver, il faut aller à la messe. Après la messe, tu devais passer à la maison, te changer et rejoindre ton petit club à Saint-Vincent, Saint-Vincent A, Saint-Vincent à Jeanne Dial, pour ne parler que de Brazzaville, à Pointe-Noire, à Mvulaléa et consorts. Et c'est ce que nous appelions dans le temps le moine foot. Et techniquement même, on appelait ça le football-tennis. Nous avons joué avec les balles de tennis, là, nu-pieds, dans les cours des écoles. Vous voyez? Donc, c'était un peu ça. Et c'est à partir de là où se passait la détection. Certains grands du quartier récupéraient les jeunes qui avaient des qualités techniques déjà prononcées, mettre dans leurs équipes. Et on avait des petites équipes de football. Il y avait Louvain, à Poto-Poto. Il y avait Roubex, des équipes qui avaient des noms français, des noms brésiliens. Il y avait Barcelone à Congo. Il y avait la Macumba, des équipes qu'on connaissait très bien. Pour ne citer que ceux de Brazzaville que je connais vraiment, les autres, excusez-moi, à Pointe-Noire, Dolisie. Mais c'est à travers ces petites équipes de quartier qu'on arrivait à découvrir les futurs jeunes talents. Je dirais aussi que notre football a connu un peu de baisse parce que depuis un moment, excusez-moi, messieurs les journalistes, depuis un moment, nous n'avons plus de journalistes sportifs aussi. Ah bon? On n'en a plus. Les Gabios n'en ont pas formé assez? Parce que le temps, le temps des Gabios, le temps de Germain Bisset, Henri Pangui était très éloquent parce que ces journalistes ramenaient les sportifs sur le terrain. Et pour l'histoire, on se retrouvait des fois dans un bar à 14 h en train de picoler un peu de la bière ou un peu de vin rouge. Le poste radio à côté, tu entendais Gabio en train de commenter le match qui se passait à Massamba-Débat. On gagnait le ballon. Il donne à qui? Il donne à Mbono. Mbono qui donne à qui?
Il donne à Boukaka. Boukaka qui dégage, qui donne à qui? Qui donne à Lokalinga. Voilà, but de Lokalinga. Mono vient de marquer. Mais il est arrivé le moment de laisser ta bière là. Non, non, je m'en veux voir mon match. Mais c'est un alcoolique qu'on avait sauvé sans le vouloir, comme ça. Donc, ces petits éléments manquaient. Aujourd'hui, quand vous allez au stade ou bien vous êtes à la maison, vous suivez un match, vous entendez le reportage là-bas, le numéro 2 a le ballon, il donne au numéro 3, le numéro 3 donne au numéro 5, le numéro 5 c'est qui? C'est pas des mollets, non. Ça, c'est des petits commentaires personnels. C'est comme ça que je constate un peu le football qui descend. Coach Kakou, revenons sur les installations sportives. Est-ce que les installations sportives existent? Sont-elles suffisantes? Et sont-elles vraiment entretenues? Bon, pour parler des installations sportives en général, bon, au moins dans chaque quartier, en fait pas peut-être dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque capitale régionale, nous avons quand même des installations qui existent. S'il n'y en a pas beaucoup, mais avec le peu que nous avons, nous pouvons nous organiser. Hein? Je suis en France, je me promène des fois, dans la ville où je suis à Montesson. Il y a une équipe, il y a un stade avec beaucoup d'installations, mais tout est programmé. Hein? Le matin, de 8h à 10h, c'est les cadets qui sont là. De 10h à 12h, c'est les juniors. Et l'après-midi, de 18h à 20h, c'est les seniors. Ouais, tout est programmé. C'est bien que dans le quartier, on peut utiliser tout le monde. Dans les différentes étapes, dans les différentes catégories. Or, ce qu'on remarque chez nous, vous prenez par exemple à Mpila, le stade L'Étoile, avec beaucoup d'installations, peuvent utiliser là-bas l'Étoile du Congo. Alors que l'Étoile peut être là de 8h à 10h et de 11h à 13h, c'est une autre équipe aussi qui vient de s'entraîner là. Bon, on a des idées un peu... On a tout mystifié. Mystique, oui, bon, mais il fait que... On peut s'organiser, il y a quand même assez d'installations sportives pour l'entraînement de nos jeunes. Surtout dans les écoles, il y a des cours. Bon, on peut s'organiser. Hein, bon, c'est un problème d'avoir des idées dans son ensemble. Ouais. Coach Kakou, le milieu du football est un super milieu. Les gens, ils sont sympas. Ils sont parfois aussi fourbes, hypocrites. J'aimerais savoir, à l'époque où vous êtes l'entraîneur de l'Interclub, vous êtes également militaire. Comment avez-vous géré le relationnel entre vous, lieutenant, entraîneur principal de l'équipe, et certains de vos joueurs qui, au niveau du grade militaire, étaient vos supérieurs? Je prends un exemple. Vous êtes lieutenant, Ndouloué, je crois, capitaine. Comment avez-vous géré ça sur le terrain et puis dans le vécu de tous les jours? Mais nous avons compris, chacun de nous comprenait son rôle à un niveau donné. Quand le capitaine Ndolou, par exemple, venait aux entraînements, il laissait ses galons à côté, il venait en tant que sportif et il essayait de suivre le programme que l'entraîneur présentait. Hein? Et l'entraîneur aussi, il était à lui de comprendre que le monsieur qui l'entraîne est quand même son supérieur et qu'il fallait trouver le mot exact pour lui faire remarquer que ça c'est une erreur, ça c'est un défaut, ça ne se fait pas. Hein? Les relations étaient à ce niveau. Nous avons connu, moi personnellement, j'ai connu 3 ou 4 joueurs qui étaient mes supérieurs, mais que j'entraînais. Lesquels, s'il te plaît? Bon, ben, je peux citer un certain gardien qu'on avait qui s'appelait Ngandou. Hein? C'est pour vous dire que quand on était sur le terrain, les galons mettaient à côté. Je me rappelle, il y avait les gens à Léoy Songo et tout ça là, qui sont venus à l'Inter. Et
tout se passait. En tout cas, c'est des gens qui comprenaient leur rôle en tant que chef militaire et la différence avec athlète sur le terrain. Et cette humilité-là, aujourd'hui, je pense qu'elle fait défaut à la jeunesse. Hein. Cet esprit d'humilité, d'être simple, on peut être supérieur au galop, mais quand on vient au stade, au terrain de football, bon, il y a un entraîneur, on se doit de le respecter. Non, cette humilité-là fait défaut quand même. Hein. Non, je ne pense pas. Ben, en fait, je ne suis plus dans le milieu, je ne peux pas confirmer, mais je pense que le militaire a quand même une certaine discipline. Non, excusez-moi, pourquoi je le dis, j'ouvre rapidement la parenthèse, je vais vite la refermer. C'est parce que j'ai ouï dire qu'il arrive qu'aujourd'hui, certains jeunes disent par exemple aux autres, moi j'ai fait la guerre, toi tu n'as pas fait la guerre, alors plie-toi quoi, tais-toi quoi. Bon, je referme la parenthèse. Yaoundé 1972, demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Congo-Cameroun. Victoire des Congolais qui élimine le pays organisateur par 1-0. But de Minga Noël Pépé MNP. Paraît-il que ce but-là était un but fétiche, comment? Bon, celui qui croit au fétiche, c'est un but fétiche. Mais Minga était un grand joueur. Il utilisait bien ses deux pieds. Hein. Il était bon du pied gauche, il était bien bon du pied droit. Et ses qualités techniques ont fait qu'il a dû placer son ballon et nous donner la victoire. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein, bon. Maintenant, si certains croient que c'est un certain féticheur à côté qui avait créé la victoire, bon, prenons ça comme ça et puis... Eh bien, comment ça se fait qu'après qu'il ait marqué ce but, et quelques minutes après, il est sorti du terrain? Une chose est vraie, c'est que Minga était un volontaire. En ce sens qu'il a fait des matchs malades. Hein. Il avait un problème de genou gauche. Et il avait, si vous avez remarqué, si nous qui étions en ce temps-là, on remarquait, il jouait toujours avec une genouillère. Oui. Hein, une genouillère. Il avait mal, mais il était volontaire. Il voulait la victoire de son équipe. Et il avait l'amour de la nation qui faisait qu'il se sacrifiait. Et c'est ce que nous avons connu. Contrairement aux joueurs de maintenant, qui voient un peu le côté digne. C'était beau, hein, la Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Comment vous avez vécu le sacre des Diables Rouges? Vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, je n'étais que dans la joie, dans la liesse qu'on ait gagné une Coupe d'Afrique. Mais mon côté un peu triste, c'est qu'à cette période, j'étais affecté disciplinairement à Ouesso. Et c'est de là-bas où j'ai suivi la finale de la Coupe d'Afrique. En mars 72. Oui. Vous êtes à Ouesso? Je suis à Ouesso, affecté parce que j'avais refusé de jouer à l'Inter. Ça fait rire, mais on a sablé la bière, s'il faut dire, pour ne pas dire le champagne. On a sablé la bière, on a bu, on était tous contents. Donc le tour de la ville que les Diables Rouges ont eu à faire debout à bord d'une jeep militaire après avoir été chez le président camarade Marie Ngouabi à l'état-major. Vous n'avez pas vécu cette ambiance de l'avenue de la paix et tous les grandes artères de la capitale? Non. Non, j'étais pas là, j'étais à Ouesso, affecté à Ouesso. Ben moi, votre fils, je vous dis que j'ai vécu cette ambiance. Parce que nous étions dans la rue Bayama, en face de Marie-Louise, de bar Marie-Louise. Nous avons accouru à l'avenue de la paix. Vous m'avez pas encore rejoint. Nous avons accouru jusqu'à l'avenue de la paix et puis nous avons vu cette très belle coupe qu'on appelait Marie-Jeanne. Voilà. Très beau souvenir, les Diables Rouges, chers Diables Rouges, jeunes que vous êtes, c'est vrai. Essayez de faire revivre encore ces instants de bonheur au peuple congolais. Nous vous en serons très reconnaissants. Coach Kakou, nous allons bientôt mettre un terme à notre entretien. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que l'ensemble des Congolais peuvent faire? Des dirigeants au dernier des Congolais. Qu'est-ce qu'une fois dans l'unité, dans l'unicité, dans l'harmonie, dans la paix, dans la sincérité, dans tout ce qui est positif, qu'est-ce que les Congolais peuvent faire pour relancer leur sport chéri, le football? Qu'est-ce qu'il faut faire, coach Kakou? Lâchez tout ce que vous avez, sauvons le football congolais, on vous écoute. Je disais tout à l'heure que, contrairement à ce qu'on pense, notre football n'est pas malade. Présentons notre football actuel tout simplement autour de certaines ratées autour de l'organisation.
Et depuis un moment, nous ne présentons pas des objectifs exacts. Nous n'analysons pas exactement pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Hein? Lorsque vous discutez entre amis, sportifs ou footballeurs, ou même lorsque vous entendez certains dirigeants, et tout le monde est beaucoup plus là pour accuser l'athlète. Mais dans le football, il y a plusieurs domaines qui ne tiennent plus debout, s'il faut le dire. Sur le plan déjà, je dirais, sur le plan organisationnel. Notre football, sur le plan organisationnel, a beaucoup de manquements. Il faut le reconnaître. Est-ce que nos dirigeants actuels connaissent ce que l'association? C'est quoi l'association finalement, selon vous? Vous connaissez le Mousiki. Hein? Vous connaissez ce qu'on appelle Mousiki à la cité. Comment fonctionne un Mousiki? C'est comme ça que devait fonctionner aussi le football. Ah ben oui. Mine de rien, c'est pratiquement les mêmes termes. Association, Mousiki, c'est peut-être en patois, mais association, c'est français. Mais comment tourne une association? Il y a un bureau qui est là, il y a des objectifs à atteindre. Oui, il y a une composition et des objectifs à atteindre. En parlant d'association, toujours si on voit, il y a un président. Il y a un bureau qui est là avec un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire général, des membres et tout et tout. Et les membres, quand vous prenez une équipe comme Diable Noir par exemple, une bonne partie des régions, pour ne pas dire des régions ou de personnel supportent Diable Noir. Mais ils ne sont pas des moindres, ce n'est pas pour moins d'1 million de gars qui supportent Diable Noir au pays. À supposer que ce monde-là, qui supporte Diable Noir, cotisait ne fût-ce que 1000 francs par mois, c'est-à-dire se priver de 2 bières pour l'animation du Diable Noir. Vous voyez un peu le nombre d'argent qui rentre. Oui, mais beaucoup d'argent va rentrer, mais avec la cupidité des dirigeants congolais, vous allez en faire un qui sera heureux toute sa vie, un individu qui sera heureux toute sa vie, il va taper dans la caisse de l'État, de la caisse de l'équipe. Et rien ne lui arrivera. C'est ça que les gens craignent parfois aussi, non? Non, justement, non. Nous voyons beaucoup plus le côté négatif de la chose. Il faut toujours essayer. Je suis sur le plan national. Il faut essayer. Il y a toujours un moment où on corrige. On a fait si ça n'a pas marché, on rectifie, ainsi de suite, jusqu'à trouver du parfait. Pour ne citer que ça, l'exemple que je donne, vous voyez un peu... Non, il est bon, il tient la route. Et à ce rythme-là, on peut faire même du semi-professionnalisme, on peut même faire du professionnalisme. Vous avez une équipe comme Interclub dont on a parlé tout à l'heure. C'est une équipe de l'État. C'est une équipe de l'État. Vous avez à Pointe-Noire. L'équipe du CFCO, à chemin de fer. Pipani. Pampelon. À supposer, vous avez à l'autre, là, à Dolisie, il y avait une équipe là qu'on appelle, je crois, les Léopards. Léopard. Du Niari. Oui. Il y avait Léopard du Niari. Oui. Mais cette équipe-là, c'est pratiquement tout Dolisie. Et si tout Dolisie se mettait à cotiser 1000 francs par mois pour le fonctionnement de cette équipe, mais vous avez un pécule pour les joueurs chaque fin de mois. Donc il y a un problème d'organisation, de pensée, de comment progresser. C'est ce que les autres font. C'est ce que les autres font en Afrique. Vous allez au Sénégal, vous allez au Cameroun, vous allez en Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'ils tournent. En Europe, ici, c'est pareil. Donc, c'est un problème d'organisation. Mais pour organiser, il faut avoir dans le bureau
L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut, enfin, l'homme peut-être qu'il faut à la place qu'il faut, des techniciens, des compétents, qui connaissent la gestion du football. Du football, la gestion d'un club, d'une association. Aujourd'hui, nous traînons encore dans le football amateur. C'est triste. Nous traînons encore dans le football amateur, bon, mais il faut qu'on y pense. Moi, je place ça beaucoup plus au niveau de la composition du staff dirigeant. Le président peut être un mécène, quelqu'un qui a des moyens et tout, mais il faut qu'il s'entoure de techniciens de valeur. Il faut qu'il ait un bon secrétaire général qui connaît son administration. Il faut qu'il ait un bon directeur technique qui connaît son rôle. Il faut qu'il ait des membres dans toutes les catégories. Parce que dans le football, reconnaissons-le, si nous voulons avoir des bons joueurs demain, on doit avoir des jeunes, des tout jeunes. On doit avoir des étapes des joueurs qui progressent. Pour rigoler un peu, je veux vous raconter une histoire. Je suis dans Diable Noir. J'entraîne Diable Noir et c'est le président qui vient me voir et je me dis, écoute coach, cette année nous devons qualifier 30 joueurs. 30 joueurs. Je dis oui, en tout cas, moi, je dois qualifier 30 joueurs. Je cherche, il me faut 30 joueurs pour ma première équipe. Bon, oui, président, vous avez raison. Mais je lui ai demandé, je lui ai répondu, je dis, vous avez raison. Mais président, comment je vais faire pour faire jouer les 30 joueurs? Il me dit, vous avez 30 joueurs, vous pouvez faire des équipes avec les 30. J'ai dit, mais président, mais moi j'ai 12 joueurs qui me gagnent tous les matchs. Et les 18 autres, vraiment, j'en ai pas besoin. Ah, mais non, ils doivent jouer. J'ai dit, non. Si je dois changer pour votre plaisir, ben, je vais perdre des matchs. Et vous allez me remercier. Mais moi, j'ai 11 joueurs qui me gagnent tous les matchs. En tout cas, tant qu'il n'y a pas un malade dans le temps, je ne chercherai pas le 12e qui est à la touche. Vous voyez? Quoi, le président avait un joueur pour remplacer Bounouzi, par exemple, au sec. Vous voyez, par exemple. Bon, mais ce monsieur qui parle comme ça, ce président qui parle comme ça, à son entraîneur, ne passe pas par quelqu'un qui est son côté. Pas lui, il ne connaît pas. Mais à côté, il peut avoir un vice-président qui s'y connaît dans le domaine du sport, de l'entraînement, de la compétition, et tout, qui lui dit, ah non, président, on ne fait pas comme ça. Vous voyez? Et ce monsieur-là n'existe plus dans nos clubs. Ou il n'a jamais existé dans nos clubs. C'est qui? Quand vous regardez les compositions des équipes, on vous parle du président. C'est lui qui s'occupe de l'équipe, de son vice-président chargé des affaires générales, de trésorerie et tout. Mais il y a un monsieur qui manque toujours là. C'est le manager. Dans nos clubs, il n'y a pas de manager, mais nous entendons tous ici en Europe, partout en Afrique, le manager général. En Afrique, apparemment, le manager, c'est le chargé des Mbao, non? Non, c'est le moteur, le cerveau moteur d'une équipe de football, c'est le manager. Oui, c'est le manager. Mais c'est le cerveau penseur de la fédération. C'est le monsieur qui s'occupe du recrutement. C'est le monsieur qui s'occupe des affaires sociales des équipes et tout. Ce n'est pas le directeur technique. Le directeur technique est sur le terrain pour voir dans le classement, pour aller détecter un joueur qu'on voudrait avoir l'année prochaine et ainsi de suite. Mais le manager, c'est celui qui a le côté social, qui a le côté moral, qui a le côté psychologique et tout de l'équipe. C'est lui qui se rendra compte qu'il n'y a pas eu de rendement parce que tel joueur n'a pas eu sa prime. Ou qui pourra même détecter que tel joueur a été corrompu par l'adversaire. Ouais, donc, il y a beaucoup de ces postes-là qui manquent dans nos clubs. Enfin,
on a besoin d'avoir quand même des grands techniciens comme ça dans nos clubs. Mais le grand regret que j'ai, c'est que le football n'est pas tellement géré par les footballeurs. Il est géré par le premier qui pense qu'il a assez de moyens pour diriger une équipe. Et il s'intéresse à certains joueurs et pas à d'autres. Ça fait 2 poids 2 mesures. Bon, les résultats, on les reconnaît. Il y a la corruption qui rentre et tout. Bon. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci à coach Kakou de nous avoir accordé un peu de son précieux temps. À en croire Tcholien, coach l'an 2000, le football congolais n'est pas vraiment malade. Il souffre d'une petite migraine qui peut trouver le bon remède qu'il faut pour le soulager. Parmi les remèdes, mettre le technicien qu'il faut à la place qu'il faut. Éviter que les dirigeants ne puissent s'immiscer dans le schéma tactique et technique de l'entraînement. Coach Kakou, nous allons nous quitter, mais je veux faire comme ces jeunes journalistes qui commencent le métier. Ils ont une question qu'ils adorent. Quel est votre dernier mot? Ben, mon dernier mot, je le place un peu dans le développement de notre football. Et c'est ce côté-là que nous devons essayer d'intérioriser. Dans ce sens que il ne faudrait pas qu'on continue toujours à croire que à l'an 2000 où nous sommes maintenant, comme l'indique mon nom, l'an 2000, le football est toujours amateur. Il faudrait que chacun de nous comprenne que le football maintenant est devenu un emploi. Et lorsqu'on parle d'un emploi, il y a une rémunération qui s'impose. Et le football a des moyens pour payer ses joueurs. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le jour que nous le comprendrons, nous ferons à nouveau une grande équipe nationale et des grands clubs de compétition. Je voudrais un peu attirer l'attention de nos dirigeants sur ce point. Le football n'est plus amateur, le football est maintenant un emploi. Les exemples, vous pouvez les connaître. Ils sont nombreux. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'un ancien professionnel français a monté tout un quartier de maisons qu'il fait louer au Cameroun. Il a fait des dons à l'hôpital, mais c'est parce que quelque part où il a joué, il avait quand même des revenus assez appréciables pour lui permettre aujourd'hui de construire un hôpital dans son pays. Alors, pour conclure, je dirais bien que, chers dirigeants du sport ou du football en particulier, nous sommes à la disposition de notre pays pour essayer de participer un peu au redressement de la discipline qu'est le football. Et ce que je dis, ce n'est pas seulement au football. Le sport, aujourd'hui, est un emploi. Les basketteurs, les boxeurs, les handballeurs vivent de ces disciplines. Il suffit que l'on s'asseye un peu, qu'on en discute, on peut faire beaucoup pour notre pays. Évidemment, si on ne choisit pas les participants à ces débats, il y a possibilité de relancer notre sport. Et pour l'histoire, je vous dirais que la dernière coupe que notre président a tenue dans les bras, c'était à l'occasion d'un anniversaire du Congo-Kinshasa,
Vous parlez du président, c'est... Le président Sassou. Ah! La seule coupe qu'il a tenue jusque-là. Dans le football, pas en handball quand même. Dans le football, c'est celle qu'on avait ramenée dans les années 80 de Kinshasa à Brazzaville, au cours d'un tournoi où il y avait le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et tout. Le Congo est sorti champion, a ramené la coupe au Congo-Brazzaville. Et vous avez battu quelle équipe en finale? Nous avons battu le Ghana en finale 1-0 à Kinshasa. Le lendemain, on traversait le beach et on remontait le beach avec la coupe devant, derrière le président et c'est sa colonie de responsables politiques. C'était beau ce jour-là. Et depuis, plus rien. Et depuis, plus rien. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.